Alors que les images du camp de migrants de Moria en flammes sont encore vives dans les esprits, la Commission européenne vient de dévoiler son nouveau pacte pour l'immigration et l'asile. Son approche s'est durcie. Bruxelles propose plus de contrôles, plus de rapatriements et de supprimer les quotas de réfugiés. Cette nouvelle politique d'immigration vise à dépasser les divisions entre les États membres, mais elle suscite également des controverses. Dans The Global Conversation, nous nous sommes entretenus avec 3 invités aux opinions divergentes, celle des pays qui s'occupent des arrivées, celle des pays réticents à accepter les réfugiés et celle des ONG sur le terrain. Les députés vont désormais examiner ce nouveau pacte pour l'immigration. L'une des personnes en charge de cet examen est Myriam Dalli, députée socialiste de Malte, l'un des pays en première ligne pour l'arrivée et l'accueil des migrants. Myriam Dalli, merci d'être avec nous sur Euronews. Quelle est votre impression globale de la proposition de la Commission ? Pour être très honnête avec vous, je suis prudente. Je suis prudente parce que je veux voir comment nous allons faire en sorte que les choses que nous dit la Commission soient non seulement adoptées dans la législation, mais ensuite réellement mises en œuvre. Dans votre introduction, vous avez dit que les membres du Parlement européen examineront les détails de ce pacte. Et vous avez tout à fait raison, parce que vous savez, on dit que le diable est dans les détails et que ce sont les détails qui feront la différence. Analysons donc les différentes propositions de ce pacte. Elles visent notamment à accélérer le retour des migrants économiques. Pensez-vous qu'un pays comme le vôtre, Malte, puisse gérer un processus qui est censé rendre une décision dans un délai de 12 semaines ? Laissez-moi vous parler de mon pays, mais c'est l'expérience de tous les États membres en première ligne. Mon pays est confronté à une situation similaire à celle de l'Italie, de l'Espagne et de la Grèce. Vous parlez des retours, mais en lien avec ces retours, il y a aussi le processus de contrôle qui doit être fait. Et on ne sait pas vraiment où va se dérouler ce processus. Mais d'après ce que je comprends aujourd'hui et d'après ce que j'ai vu, ce sera probablement la responsabilité des pays en première ligne. Ainsi, on continuera donc à faire peser plus de responsabilités, de pression sur les États membres en première ligne. C'est quelque chose qui doit être réglé, selon moi et toutes les personnes qui croient en la solidarité. Et cela n'a pas de sens, car si nous voulons être solidaires et aider les États en première ligne, nous ne pouvons pas continuer à exercer toujours plus de pression sur eux. Parlons de solidarité, car la Commission veut qu'elle soit obligatoire. Certains pays accueilleront les réfugiés et d'autres payeront le retour des demandeurs d'asile déboutés. Pensez-vous que la solidarité puisse être imposée ? La solidarité est un principe de l'Union européenne. Il est donc naturel que tous les États membres relèvent ce défi ensemble. Ainsi, lorsque nous lions les réinstallations et les retours, c'est un pas dans la bonne direction. Car soyons honnêtes, jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays qui ne veulent assumer aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, et je crois que la Commission européenne a fait cette proposition en ayant conscience qu'il serait probablement beaucoup plus facile pour ces pays de parrainer les retours. Mais il faut également que je comprenne comment cela va fonctionner pour atténuer les problèmes et soulager les États membres en première ligne. Une autre question se pose. Que se passerait-il si tous les États membres optaient pour le retour assisté, mais pas pour la réinstallation, ou si la très faible réinstallation que nous connaissons aujourd'hui diminuait encore plus? Parlons des pays d'origine et de transit. L'Union européenne a déjà signé des accords avec au moins 20 pays, mais cela ne fonctionne pas toujours. Comment cela pourrait-il être amélioré ? Je suis profondément convaincue que nous devons travailler avec ces pays. La Commission européenne dit qu'elle veut s'adresser aussi aux pays d'origine des migrants pour s'assurer que les problèmes sont traités. J'entends cela depuis très longtemps. J'espère qu'il y aura de véritables propositions fortes qui permettront de résoudre ce problème et de s'attaquer également aux réseaux criminels. S'il y a un point pour lequel peu de choses ont été faites, ce sont les réseaux criminels.
Donnez-moi un exemple pour mieux travailler avec ces pays. Je pense que nous devons établir un partenariat avec eux. Et j'irai même au-delà des politiques liées aux migrations. Nous parlons beaucoup d'avoir une économie plus verte. Pourquoi ne pas étendre cette politique d'économie plus verte au-delà de l'Union européenne et considérer les pays tiers comme nos partenaires? Les partenaires économiques qui peuvent nous aider veillent également à ce que nous puissions renforcer leur économie. Ainsi, en tant que partenaires, nous pourrons commencer à traiter la question des migrations. À ce stade, le pacte est une proposition. Quels changements concrets souhaitez-vous apporter? Eh bien, par exemple, le pacte parle d'un nouveau coordinateur pour les retours. Mais il n'y a pas de coordinateur européen pour la relocalisation. J'aimerais que cela soit introduit pour m'assurer que nous accordons le même poids aux réinstallations et aux retours. Comment nous assurer que le contrôle aux frontières ne repose pas uniquement sur les États membres en première ligne? Il faut formuler des propositions qui garantissent que tous les pays participent à cela, en s'assurant que ce ne sont pas uniquement les pays de la première arrivée qui devront y faire face. Avez-vous l'impression que trop de concessions ont été faites aux populistes ou à des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui demandaient des politiques plus sévères? Est-ce que trop de concessions ont été faites? Jusqu'à présent, nous avons eu des propositions qui essayaient justement de ne pas faire trop de concessions. Et en tant que citoyenne d'un État en première ligne, je peux vous dire qu'elles n'ont pas fonctionné. Je pense que ce que la Commission essaie de faire, c'est de rassembler les différents pays membres. Pour ma part, je suis tout à fait favorable à la relocalisation obligatoire. Mais ce n'est pas prévu. Nous allons maintenant entendre le point de vue d'un autre député européen, cette fois-ci originaire de Hongrie. Mon invité est Balázs Hidvigi, député européen du Fidesz, le parti au pouvoir en Hongrie qui représente le gouvernement anti-immigration de Viktor Orban, ici à Bruxelles. Monsieur Hidvigi, quelle est votre première impression sur la nouvelle proposition de la Commission européenne ? Eh bien, mon sentiment premier est qu'elle paraît contenir quelques éléments nouveaux qui semblent aller dans la bonne direction. Elle souligne la nécessité de protéger strictement les frontières extérieures. Elle parle beaucoup du retour des personnes qui n'ont pas le droit de rester dans l'Union européenne. D'un autre côté, elle parle toujours de l'immigration comme d'une chose souhaitable, d'une migration qui doit être contrôlée. Et ce qui manque, de notre point de vue, c'est une position claire selon laquelle les demandes des personnes doivent être gérées ou devraient être gérées en dehors de l'Union européenne, au lieu de laisser les personnes entrer sur le territoire de l'UE avant de les envoyer ensuite dans toutes sortes d'endroits, échappant parfois à la surveillance des autorités. Mais vous ne pouvez pas simplement arrêter l'immigration en Europe, c'est la réalité. Comment pourriez-vous contrôler les entrées, par exemple aux frontières maritimes? La Hongrie a montré au cours des 5 dernières années qu'une frontière extérieure peut être protégée, peut être défendue, s'il y a une volonté politique. Nous avons construit une clôture frontalière. Nous avons augmenté le nombre de patrouilles frontalières. La police, les gardes-frontières sont là. Et cette frontière n'est plus une frontière que les migrants illégaux traversent. Maintenant, je sais qu'une frontière maritime est beaucoup plus difficile à gérer, c'est différent. Mais vous savez, je ne peux pas accepter d'entendre qu'une frontière maritime, juste parce qu'elle n'est pas terrestre, est impossible à défendre. Bien sûr, il serait possible de la défendre. L'Italie l'a montré lorsque M. Salvini était ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre Viktor Orban s'est toujours opposé aux quotas obligatoires ces 5 dernières années. Ces quotas sont désormais hors jeu. Est-ce une victoire pour vous? On ne peut pas le nier. Je pense que Viktor Orban, le Premier ministre, a été le premier à dire que ces quotas n'étaient pas quelque chose d'acceptable. Après, cela n'a pas suffi à trouver une solution, cela n'a pas contribué à trouver un accord commun. Au contraire, la pression et la contrainte de la délocalisation obligatoire ont juste créé une division de plus en plus profonde au sein de l'UE.
Il est clair que ce n'était pas la voie à suivre. Donc, si ce nouveau pacte sur les migrations accepte enfin cette réalité, c'est une bonne chose. Et c'est dans une certaine mesure, oui, une victoire de Viktor Orban. Comment la Hongrie ferait-elle preuve de solidarité envers l'Italie et la Grèce ? Solidarité avec le manque de contrôle aux frontières? Non. Solidarité avec les passeurs d'êtres humains et les ONG qui coopèrent? Non. Il n'en est pas question. La protection efficace d'une frontière extérieure de l'UE est un moyen de faire preuve de solidarité envers nos collègues européens. Et dans cette nouvelle proposition, on parle aussi de parrainage des retours. Maintenant, pour autant que je comprenne le texte et la proposition, les pays qui n'acceptent pas la réinstallation de migrants illégaux ou de migrants peuvent contribuer à l'effort commun en parrainant et en gérant le retour des personnes qui n'ont pas le droit de rester en Europe, qui ne sont pas des réfugiés et qui sont priés de partir, mais qui pourtant ne sont pas partis ces dernières années. Nous verrons dans les négociations, mais si c'est quelque chose à laquelle nous pouvons contribuer, je pense que nous le ferons. Et quel genre d'aide la Hongrie offre-t-elle aux habitants du camp de Moria ? Je pense que les gens dans ces camps, à Moria et ailleurs, les gens sur les bateaux en Méditerranée, les gens qui donnent tout ce qu'ils ont aux passeurs d'êtres humains pour essayer de venir en Europe, ce sont des victimes. Et nous avons de la sympathie pour ces gens, évidemment. Mais ce sont des victimes parce que l'Union européenne leur a envoyé de mauvais signaux. Beaucoup de gens pensent, dans ces régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, que la seule chose qu'ils ont à faire est d'entrer d'une manière ou d'une autre sur le territoire de l'Union européenne, que s'ils y parviennent, alors c'est bon, ils pourront rester ici aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Et c'est ce qui s'est passé en réalité au cours des 5 dernières années. Mais c'est faux. L'Europe n'est pas en mesure d'accueillir le monde entier, ici au sein de l'Union européenne. Cela va à l'encontre de la volonté des citoyens européens, et la migration est une chose qui, en fin de compte, doit rester de la compétence des États membres. Mais la Hongrie n'est pas contre le fait d'accepter des réfugiés ? Bien sûr que non. Nous avons été très clairs à ce sujet. Toutes les personnes qui peuvent prétendre au statut de réfugié l'ont obtenu en Hongrie. Ce n'est pas un débat. Le débat porte en fait sur la migration économique illégale de masse. Celle-ci n'est pas acceptable. Il faut y mettre un terme. La Hongrie a été fortement critiquée pour le traitement réservé aux réfugiés et aux migrants à ses frontières et dans les zones de transit. Que répondez-vous à ces critiques ? Je rejette catégoriquement toute opinion qui dirait que ce traitement était inhumain ou ne respectait pas les gens. En tout cas, c'était une manière tout à fait acceptable de rassembler les gens en un lieu en attendant que leurs demandes soient traitées. Le pacte sur l'immigration parle aussi maintenant de la nécessité d'accélérer le traitement de ce type de demande. Nous allons voir si cela peut être possible. Notre préférence serait similaire à celle de la zone de transit hongroise, avoir des points chauds en dehors du territoire de l'UE afin que les gens puissent savoir avec certitude s'ils ont ou non le droit de venir en Europe. En Europe, il y a des gens qui connaissent bien la migration parce qu'ils l'ont côtoyée de très près. L'organisation Open Arms a sauvé des milliers de migrants en haute mer. Elle a également passé d'innombrables heures à attendre qu'un port européen autorise ces débarquements. Son fondateur et directeur est avec nous pour nous donner son point de vue. Oscar Camps, merci de nous rejoindre. Bonjour, bon après-midi. La Commission européenne a présenté son pacte pour la migration et l'asile. Qu'en avez-vous pensé? Peut-il changer les choses? Ce n'est pas du tout un bon début, car il formalise les politiques xénophobes existantes. Il sous-traite la responsabilité, en particulier dans les centres de détention sur le territoire libyen. Cette proposition parle de renforcer les déportations, mais ne parle pas du tout de renforcer les sauvetages humanitaires. En fait, la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a fait mention des opérations de sauvetage. Elle a déclaré espérer voir moins de navires comme le vôtre en Méditerranée. Elle pense que cela ne sera plus nécessaire car les nouvelles mesures joueront un rôle dissuasif, de sorte que les migrants cesseront de venir en Europe parce qu'ils savent qu'ils seront expulsés.
Pensez-vous que cela soit réaliste? J'espère qu'il ne sera plus nécessaire que nous soyons en mer, ni nous, ni les autres ONG, ni aucun autre navire humanitaire, parce que cela signifierait que l'Union européenne a pris en charge les opérations de sauvetage, soit par une mission militaire, soit par une mission civile, ou même via la garde côtière européenne. Tant que ce n'est pas le cas, il est évident qu'ils devront tolérer notre présence en tant qu'observateurs et témoins de ce qui se passe réellement et de la manière dont les conventions internationales sur les droits de l'homme et le droit maritime international sont violées, non seulement par Malte, mais aussi par les soi-disant gardes-côtes libyens. La Commission propose également d'assumer la responsabilité de la coordination des opérations de sauvetage afin d'assurer une meilleure préparation des débarquements. Que pensez-vous de cette proposition? Eh bien, en 2016 et 2017, toutes les opérations de sauvetage ont été coordonnées par les gardes-côtes italiens et parfois par Frontex. Ces deux agences ont coordonné les débarquements et les transferts des navires des organisations humanitaires vers les navires officiels. Les débarcadères étaient tous coordonnés et il y avait un peu d'ordre. Et par coïncidence, en mars 2018, après les élections en Italie, tout cela a changé. Maintenant, personne ne coordonne plus les sauvetages, ni les actions humanitaires, ni les débarquements. Tout est devenu un cauchemar à cause de l'attente et de la souffrance prolongée et inutile des personnes qui sont secourues en mer. Si ces mesures peuvent contribuer à accélérer l'obtention d'un port sûr où débarquer et à garantir que ces personnes soient prises en charge immédiatement, elles seront les bienvenues. Que pensez-vous des accords avec les pays tiers? Fonctionnent-ils? Pensez-vous qu'ils sont viables? Avec quel pays est-il possible de négocier, par exemple en Afrique? J'ai beaucoup de doutes sur l'idée de l'externalisation. Nous avons d'autres points de vue. Nous pensons que les solutions se trouvent à l'origine. Nous avons besoin de pays sûrs où les citoyens se sentent en sécurité. Cela permettra évidemment d'éviter de nombreux flux migratoires. Si nous mettons un terme au conflit, nous éradiquerons une grande partie de ces flux migratoires. Externaliser les frontières, payer des pays tiers pour faire le sale boulot, payer la Libye pour avoir des centres de détention illégaux où se pratique la torture, l'extorsion et les violations de tous les droits ne me semble pas être une bonne solution. Il y a quelques années, les ONG comme la vôtre étaient considérées comme des anges gardiens. Il y avait une image positive. Au lieu de cela, il y a maintenant une tendance à vous étiqueter comme des criminels. Votre organisation et certains membres de votre équipe ont même eu des ennuis avec la justice. Que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes passés de citoyens européens très respectés à des personnes persécutées, poursuivies, extorquées, kidnappées, abattues ou menacées, jusque dans les eaux internationales. Tout cela n'est évidemment qu'une campagne de diffamation, parce que d'un point de vue judiciaire, on ne peut être inquiété. Nous ne faisons que respecter les conventions internationales et le droit maritime. Pour conclure, le pacte présenté à Bruxelles doit encore être débattu avant d'être approuvé par le Parlement et les États membres. Que devrait-on changer dans ce texte? Je rappellerai à la présidente de la Commission européenne les mots de son propre discours. Le sauvetage en mer n'est pas facultatif. Mais dans le texte de sa proposition, elle ne mentionne presque pas le sauvetage humanitaire. Il est évident que les 30 000 morts que nous avons déplorés au cours des 5 dernières années doivent être prises en considération. Il est évident que nous avons besoin d'une opération de sauvetage comme celle que nous avons eue en 2014. Oscar Camps, directeur de l'ONG Open Arms, merci d'avoir été avec nous. Gracias a vosotros.